rien ne dit « je t'aime », comme le fait de voir sa femme accepter de prendre un verre avec son patron, qui vous regarde comme s'il choisissait un steak à la boucherie. Je suis assis ici, dans cette rôtisserie hors de prix du centre de Minneapolis, regardant Mira battre des cils devant Tané Jasmina, comme si elle avait de nouveau 17 ans au lieu de 40, et qu'elle n'était pas mariée avec moi depuis 18 ans. Wilder, ça ne te dérange pas si j'emmène Mia pour quelques séances de mentorat, n'est-ce pas? La voix de Tané transpire cette sorte d'assurance qui vient de l'habitude qu'on ne vous dise jamais non. Ses dents sont trop blanches, son costume trop cher, et son alliance, eh bien, disons simplement qu'elle est là. Mais il la porte comme si c'était un détail sans importance. La table devient silencieuse. 6 autres couples du département marketing de Mia trouvent soudain leur steak fascinant. Je peux presque entendre la respiration collective, comme si tout le monde attendait que le spectacle commence. Mentorat, je répète, laissant le mot flotter dans l'air comme une mauvaise odeur. C'est comme ça qu'on appelle ça maintenant. Mira me lance un regard qui pourrait geler le lac supérieur en plein mois de juillet. Wilder, ne sois pas ridicule. Tané m'offre une véritable opportunité ici. Oh, j'en suis sûr. Je prends une gorgée de mon vin. Une bouteille à $40 de quelque chose qui a le goût du regret. De quel genre de mentorat parlons-nous? Du genre pratique? Tané s'adosse à sa chaise, son sourire de prédateur ne vacillant pas une seconde. Ton mari a beaucoup d'humour, Mia. Je vois pourquoi tu le gardes près de toi. Me garder près d'elle. Comme si j'étais un poisson rouge de compagnie. Je regarde Lena, la meilleure amie et complice extraordinaire de Mira, se pencher et murmurer quelque chose à l'oreille de ma femme. Ce qu'elle lui dit détend Mira, comme si on venait de lui donner la permission d'arrêter de faire semblant de se soucier de ce que je pense. Vous savez quoi? Dis-je en me levant et en jetant ma serviette sur mon assiette. Je crois que je vais faire l'impasse sur le dessert. Mais profitez bien de votre séance de mentorat tous les deux. Je suis sûr que ce sera très instructif. Le silence qui s'ensuit est si lourd qu'on pourrait le couper avec le couteau à viande que je laisse derrière moi. Je sens l'hyperdieu me brûler le dos alors que je m'éloigne de la table. Mais je ne me retourne pas. Au lieu de cela, je sors mon téléphone et compose un numéro que j'ai mémorisé il y a 3 mois, quand j'ai commencé à me douter que quelque chose clochait. Aya, c'est Wilder Thornell. Il faut qu'on parle. Ayla Derrick répond à la deuxième sonnerie, sa voix est nette et professionnelle, même à 21h30 un jeudi soir. C'est la femme de Tané. D'après ce que j'ai pu observer lors des événements de l'entreprise, ils se traitent comme des partenaires commerciaux qui partagent un prêt immobilier par hasard. Wilder, je me demandais quand tu appellerais. Tu t'y attendais? Chérie, je suis marié à Tané depuis 12 ans. Je sais quand il est en chasse, et ta femme est dans sa ligne de mire depuis qu'elle a commencé à travailler là-bas il y a 6 mois. Je suis maintenant debout à l'extérieur du restaurant, regardant par la vitrine Mia rire à quelque chose que Tané est en train de dire. Sa main est sur son bras et elle se penche assez près pour que je voie les clients des tables voisines commencer à le remarquer. Qu'est-ce que tu veux faire à ce sujet? Je demande. Ce que ferait n'importe quelle femme intelligente. Tout documenter, rassembler des preuves, et s'assurer que lorsque ce château de cartes s'effondrera, nous ne serons pas ceux qui seront enterrés en dessous. Mon téléphone vibre, un message de Mia. Ne me fais pas honte. Je montre le message à mon reflet dans la vitrine du restaurant et je ris. Trop tard pour ça, ma chérie. Le mal est fait depuis que sa main a touché ta cuisse sous la table. Je suppose qu'elle t'envoie des messages, dit la voix d'Aya, teintée d'amusement. Oh, oui. Apparemment, c'est moi qui suis gênant ici. Rejoins-moi demain à midi. Au Starbucks sur N-Pain. J'ai des choses à te montrer qui pourraient changer ta perspective sur la durée de toute cette histoire. Avant de plonger plus profondément dans cette histoire, j'ai une petite demande. J'observe Tané faire signe au serveur pour demander une autre bouteille de vin. Le reste de la table a l'air de regarder un accident de voiture au ralenti, horrifié mais incapable de détourner le regard. Aya, encore une chose. Oui. De quelle quantité de preuves parlons-nous? Son rire est vif et froid. Suffisamment pour les enterrer tous les deux si profondément qu'ils auront besoin d'une carte pour retrouver le chemin de la respectabilité. Je raccroche et jette un dernier coup d'œil par la vitrine. La tête de Mira est rejetée en arrière dans un éclat de rire et la main de Tané n'est définitivement pas là où elle devrait être. Lena hoche la tête avec approbation, comme si elle regardait son feuilleton préféré.
Mon téléphone sonne. Félix Roark. Mon avocat est l'une des rares personnes dans cette ville qui croit encore au concept à l'ancienne comme la loyauté et le respect de la parole donnée. Wilder, s'il te plaît, dis-moi que tu n'as rien fait de stupide au dîner ce soir. Défini, stupide. As-tu frappé le patron de ta femme? Non. Mais la nuit est encore jeune. Bien, parce que je viens de raccrocher avec une femme très intéressante nommée Aya Derrick. Elle dit que vous allez travailler ensemble sur un petit projet. Je commence à marcher vers ma voiture, une Honda vieille de 10 ans que Mira me harcèle de remplacer par quelque chose de plus approprié à notre statut social. En ce moment, je suis reconnaissant pour son anonymat. Quel genre de projet? Le genre qui implique des contrats de mariage, des clauses d'adultère et le genre de preuves qui tiennent la route devant un tribunal. Elle rassemble de la documentation depuis des mois, Wilder. Des photos, des emails, des dossiers financiers. Ta femme et son patron n'ont pas été aussi discrets qu'ils le pensent. Je m'arrête de marcher. Des dossiers financiers? Des cartes de crédit d'entreprise utilisées pour des dépenses personnelles, des réservations d'hôtels, des notes de restaurant pour deux alors qu'ils étaient censés être dans des réunions séparées. Aya monte un dossier comme si elle se préparait pour le procès du siècle. À travers la vitrine du restaurant, je vois Mira et Tané se lever de table. Le reste du groupe a l'air soulagé que le spectacle soit terminé. Mais je sais qu'il n'en est rien. Ce n'est pas la fin de quoi que ce soit. Ce n'est que la scène d'ouverture. Félix, j'ai besoin que tu sortes notre contrat de mariage et que tu révises la clause d'adultère. Chaque mot, chaque virgule, chaque faille juridique. J'y suis déjà. Et Wilder, cette femme que tu as épousée il y a 18 ans, elle a signé un accord très spécifique sur ce qui se passerait si elle décidait d'aller voir ailleurs. Je ne pense pas qu'elle se souvienne à quel point nous avions blindé ce document. J'atteins ma voiture et je m'assieds au volant, regardant Mira et Tané sortir du restaurant. Il n'essaie même plus de se cacher maintenant. La main de Tané est dans le bas du dos de Mira, la guidant vers sa BMW comme s'ils formaient déjà un couple. Encore une chose, Félix. Je veux que tu commences à tout documenter. Chaque appel téléphonique, chaque réunion, chaque preuve qu'Aya nous donne. Quand tout cela sera terminé, je veux qu'il n'y ait aucun doute sur qui était la victime et qui étaient les prédateurs. Wilder, es-tu sûr de cela? Une fois que nous nous engageons sur cette voie, il n'y a pas de retour en arrière. Ton mariage sera terminé. Je regarde Tané ouvrir la portière passager de sa BMW pour ma femme. Elle s'y glisse comme si c'était sa place. Comme si les 18 dernières années de notre vie commune n'avaient été qu'un échauffement pour ce qu'elle pense commencer avec lui. Félix, mon mariage s'est terminé au moment où elle a posé sa main sur son bras et sourit comme si elle était célibataire. Je ne fais qu'officialiser les choses. Je démarre la Honda et sors du parking, suivant la BMW à distance. Non pas parce que je les traque. Je sais déjà où ils vont. Au Marriott du centre-ville, le même endroit où ils se retrouvent 2 fois par semaine depuis 3 mois selon les relevés de cartes de crédit que j'ai discrètement examinés. Non. Je les suis parce que je veux voir à quel point ils sont devenus effrontés. Je veux les voir entrer ensemble dans le hall de cet hôtel. Je veux voir s'ils sont assez stupides pour s'enregistrer sous leur vrai nom. Je veux documenter chaque erreur négligente et arrogante qu'ils commettent. Mon téléphone vibre avec un autre SMS de Mira. Je dors chez Lena ce soir. Ne m'attends pas, je ris à voix haute dans la voiture vide. Dormir chez Lena. Bien sûr. Lena, qui a probablement déjà posté sur les réseaux sociaux une photo de leur super soirée entre filles, avec des photos d'elle seule dans son appartement, établissant l'alibi parfait pour ma femme infidèle. Il se croit tellement malin. Il pense avoir tout prévu. Mais ce qu'il ne réalise pas, c'est que pendant qu'ils jouaient à leur petit jeu, d'autres personnes observaient, prenaient des notes, rassemblaient des preuves. Et maintenant, il est temps pour le public de faire partie du spectacle. Je me gare de l'autre côté de la rue, face au Marriott, et je regarde Tané remettre ses clés au voiturier. Mira ne regarde même pas autour d'elle pour voir si quelqu'un les observe. Elle est si confiante, si sûre d'elle. C'est sa première erreur. Sa deuxième erreur a été de sous-estimer la femme dont elle vole le mari. Aya Derrick n'est pas arrivée là où elle est en étant passive ou naïve. Elle y est arrivée en étant plus intelligente, plus impitoyable et plus patiente que tous ceux qui l'entouraient. Et leur troisième erreur? Eh bien,
c'était de penser que j'allais simplement me laisser faire et accepter la situation comme un bon petit mari. Je sors mon téléphone et envoie un SMS à Aya. Ils viennent de s'enregistrer au Marriott, chambre 1247. Comment est ton équipement photographique? Sa réponse arrive immédiatement. Qualité professionnelle. Et je connais le directeur de nuit. Il me doit une faveur. Je reste dans ma voiture pendant encore 20 minutes, fixant les fenêtres de l'hôtel, repensant à 18 ans de mariage, 2 enfants à l'université, et une vie que je croyais bâtie sur des bases solides. Ross a 22 ans, il termine sa dernière année à l'université du Minnesota. Amelia a 20 ans, elle étudie le marketing à Northwestern. Ironiquement, le même domaine que sa mère a choisi pour détruire notre famille. Ils savent tous les deux que quelque chose ne va pas. Les enfants le savent toujours. Ils posaient des questions prudentes lors de nos appels hebdomadaires. Le genre de questions qui me disent qu'ils ont remarqué la tension, les chambres séparées, la façon dont leur mère et moi nous adressons à peine la parole, sauf en cas de nécessité absolue. Demain, je devrais décider de ce que je vais leur dire. Comment explique-t-on à ces enfants que leur mère a décidé qu'elle voulait une autre vie, une vie qui n'inclut pas la famille qu'elle a aidé à créer? Mais ce soir, il s'agit de documenter, de prouver, de monter un dossier qui tiendra la route devant les tribunaux et devant le tribunal de l'opinion publique. Mon téléphone sonne. Aya, je suis dans le hall. Elle dit que le directeur de nuit est un vieil ami d'université. Il va s'assurer qu'il y a une trace de chaque fois qu'ils ont été ici ensemble. De combien de fois parlons-nous? 17 visites au cours des 3 derniers mois. Toujours la même chambre. Toujours facturée sur la carte d'entreprise de Tanner. Et Wilder, il ne se retrouve pas juste pour une heure par-ci par-là. Nous parlons de nuit complète, d'escapade de week-end, le package complet de la relation. Je ferme les yeux, m'appuie contre l'appui-tête. 17 fois. Pendant que j'étais à la maison, pensant que nous traversions une mauvaise passe que nous pouvions surmonter, elle construisait une vie entièrement séparée avec un autre homme. Il y a plus, continue Aya. L'hôtel a des caméras de sécurité dans le hall, les ascenseurs, le couloir devant leur chambre. Mon ami va s'assurer que nous en aurons des copies. Est-ce légal? L'hôtel a le droit de surveiller sa propre propriété pour des raisons de sécurité. Et si ces enregistrements montrent par hasard 2 personnes en train de commettre l'adultère et potentiellement de détourner des fonds de l'entreprise pour leur divertissement personnel, eh bien, c'est juste de la bonne gouvernance d'entreprise. Détourner? Je n'avais pas pensé à cet aspect. Félix a mentionné quelque chose à propos de cartes de crédit d'entreprise. Oh, chérie, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Tanner utilise les ressources de l'entreprise pour régaler ta femme depuis des mois. Dîner coûteux, week-end à Chicago et Milwaukee, cadeaux facturés sur le compte de l'entreprise et déguisés en divertissement pour clients. Nous parlons de dizaines de milliers de dollars de fonds détournés. Je regarde les lumières s'allumer dans la chambre 1247. 2 silhouettes passent devant la fenêtre, et je sens quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Pas de la colère, exactement. Quelque chose de plus calculateur que cela. Aya, je veux te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu sois complètement honnête avec moi. Dis-moi. Pourquoi m'aides-tu? Tu pourrais simplement divorcer de Tanner discrètement, prendre la moitié de tout, et refaire ta vie. Pourquoi te donner tout ce mal? Le silence s'étire suffisamment pour que je me demande si la ligne a coupé. Puis elle rit, mais il n'y a pas d'humour dans ce rire. Parce que Wilder, ta femme et mon mari se croient plus intelligents que tout le monde. Ils pensent pouvoir nous humilier, détruire nos familles, voler l'entreprise et s'enfuir au soleil ensemble sans aucune conséquence. Et que je sois damné si je laisse cela se produire. Alors, il s'agit de vengeance. Non, il s'agit de justice. La vengeance est émotionnelle, brouillonne, imprévisible. La justice est froide, calculée et absolument dévastatrice. Le temps qu'on en ait fini avec eux, ils ne se perdront pas seulement l'un l'autre. Ils perdront tout. Je raccroche et rentre chez moi, dans notre maison vide en banlieue, la maison que Mia et moi avions achetée quand nous croyions encore au pour toujours, la maison où nous avons élevé nos enfants, célébré des anniversaires, organisé des barbecues avec les voisins. Et bâti ce que je croyais être une vie valant la peine d'être protégée. Maintenant, on dirait le musée d'un mariage qui est mort sans que je m'en aperçoive. Je me sers une bonne dose de bourbon et je m'assois dans mon bureau,
regardant 18 années de dossiers financiers, de déclarations de revenus, de polices d'assurance et de documents légaux. Tout ce qui représente l'infrastructure d'une vie partagée. Demain, je commencerai le processus de démantèlement de tout cela. Pas par colère, bien qu'il y en ait beaucoup. Pas par blessure, bien qu'elle soit présente aussi. Mais par quelque chose de plus froid et de plus concentré que ces émotions. Demain, je commencerai à traiter cela comme ce que c'est vraiment. Une guerre que quelqu'un d'autre a déclarée, mais que je vais terminer. Le Starbucks sur Enpin est bondé de la foule habituelle du déjeuner du vendredi. Des employés de bureau achetant du café hors de prix et faisant semblant que leur vie ne s'effondre pas. Je repère Aya immédiatement. Elle est assise dans le box du fond, ordinateur portable ouvert, ayant l'air de diriger une réunion du conseil d'administration plutôt que de comploter la destruction de 2 conjoints infidèles. « Tu as une mine affreuse », dit-elle alors que je me glisse sur la banquette en face d'elle. Je n'ai pas beaucoup dormi. J'ai continué à penser aux 17 visites à l'hôtel. Eh bien, accroche-toi, car ce chiffre vient de passer à 18. Ils se sont enregistrés à nouveau ce matin à 10h30. Je la fixe du regard. Ce matin, Mira m'a dit qu'elle avait un rendez-vous client. C'est le cas. Avec ton remplaçant. Elle tourne son ordinateur portable vers moi, et je regarde les images de sécurité du hall du Marriott. Voici Mira marchant comme si l'endroit lui appartenait, portant la robe bleue que je lui ai achetée pour notre anniversaire l'année dernière. Elle porte un sac de voyage, le même sac qu'elle utilise pour les voyages d'affaires. Comment as-tu obtenu ça si vite? Je t'ai dit que le directeur de nuit est un ami. Mais plus important encore, je documente leur liaison depuis 3 mois. J'ai assez de preuves pour les enterrer tous les deux. Mais je voulais attendre d'avoir tout ce dont j'avais besoin pour m'assurer qu'ils ne pourraient pas se soustraire aux conséquences. Elle ouvre une chemise de documents assez épaisse pour étouffer un cheval. Des photos, des emails imprimés, des relevés de cartes de crédit, des reçus d'hôtel, des factures de restaurant, et même ce qui ressemble à des relevés téléphoniques. Ça date de mardi dernier, dit-elle en glissant une photo sur la table. Elle montre Tané et Mira dans un restaurant chic du centre-ville, et la main de Tané ne reste clairement pas dans un territoire approprié. Et ça, c'est d'il y a 3 semaines. La photo suivante me soulève le cœur. Ils sont dans ce qui ressemble au hall d'un hôtel de luxe, et ils s'embrassent comme des adolescents. Pas un baiser amical, pas un au revoir occasionnel. C'est le genre de baiser qui indique qu'ils couchent ensemble, que c'est le cas depuis un moment, et qu'ils ne s'inquiètent pas de savoir qui les voit. Où est-ce que ça a été pris? Chicago. Ils y sont allés pour une prétendue conférence marketing, sauf que la conférence durait 2 jours, et ils y sont restés 4. Tout aux frais de l'entreprise, bien sûr. Je feuillette d'autres photos. Mira riant de quelque chose que dit Tané. La main de Tané sur son dos alors qu'ils entrent dans un restaurant. Les deux montant dans sa BMW ensemble après ce qui était censé être une réunion d'entreprise. Depuis combien de temps es-tu au courant? J'ai commencé à avoir des soupçons il y a 6 mois quand Tané a commencé à travailler tard tous les soirs et à rentrer en sentant un parfum qui n'était pas le mien. Mais je n'ai eu de preuve que lorsque j'ai engagé un détective privé. Tu as engagé un détective privé? Le meilleur argent que j'ai jamais dépensé. Il s'avère que ta femme et mon mari ne sont pas aussi prudents qu'ils le pensent. Ils ont des routines, des habitudes, des endroits favoris. Ça les rend faciles à suivre. Elle sort une autre chemise, celle-ci étiquetée dossier financier. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Tané utilise la carte de crédit de l'entreprise pour leurs petites escapades romantiques. Des dîners dans des restaurants qui coûtent plus que ce que la plupart des gens gagnent en une semaine, des suites d'hôtels à Chicago, Milwaukee, et même un week-end à Las Vegas qui était prétendument pour une rencontre client qui n'a jamais eu lieu. Je regarde les relevés de cartes de crédit. Les chiffres sont stupéfiants. Des milliers de dollars dépensés pour ce que l'entreprise pense être des frais professionnels légitimes, mais qui financent en réalité la liaison de ma femme. C'est du détournement de fonds. Techniquement, c'est un abus de biens sociaux. Mais oui, c'est un crime. Et plus important pour nous, c'est un motif de licenciement immédiat et de poursuite civile. Mon téléphone vibre. SMS de Mira. La réunion client s'éternise. Je ne serai pas à la maison avant tard ce soir. Je montre le message à Ayla. Elle vérifie sa montre. Ils se sont enregistrés à l'hôtel il y a 2 heures.
Tu veux parier qu'ils ne remonteront pas à la surface avant au moins 18 heures ce soir? Tu sembles très bien connaître leur emploi du temps. Je sais tout de leur emploi du temps. Les mardis et vendredis après-midi au Marriott. Les jeudis soirs à son appartement quand je suis censé être en voyage d'affaires. Des week-ends une fois par mois dans différentes villes où ils peuvent faire semblant d'être un vrai couple au lieu de deux tricheurs d'âge mûr en pleine crise de la quarantaine. Elle sort son téléphone et me montre une application de calendrier. Il y a un code couleur, c'est détaillé et cela retrace chaque rendez-vous, chaque voyage, chaque mensonge qu'ils ont raconté pour brouiller les pistes. Tu planifies cela depuis un moment. Je m'y prépare depuis le jour où j'ai compris que mon mari se croyait plus intelligent que moi. Tu vois, Tané fait une erreur cruciale dans toutes ses machinations. Il suppose que tous les autres sont aussi stupides et négligents que lui. Et Mira, ta femme, est encore pire. Elle est tellement happée par l'excitation de sa liaison qu'elle ne pense pas aux conséquences. Elle publie sur les réseaux sociaux depuis des restaurants où elle est censée être en rendez-vous client. Elle utilise son vrai nom dans les hôtels. Elle s'est même vantée auprès de Lena de la façon dont elle se sent à nouveau vivante. Vantée. Ayla glisse un autre dossier sur la table. Celui-ci est rempli de SMS imprimés. Lena documente également leur liaison, mais pas de manière intentionnelle. Elle est tellement excitée de vivre par procuration la crise de la quarantaine de ta femme qu'elle sauvegarde chaque détail. Des captures d'écran de SMS, des photos de leur soirée, entre filles, qui sont en fait des couvertures pour des soirées avec son amant, et même des messages vocaux où Mia explique à quel point Tané est meilleur que toi. Je n'ai pas envie de lire les messages, mais je ne peux pas m'en empêcher. Il y a là ma femme, décrivant des détails intimes de sa relation avec un autre homme à sa meilleure amie. Et il y a Lena qui l'encourage, lui disant qu'elle mérite d'être heureuse, que je l'ai freinée pendant des années. Celui-ci est mon préféré, dit Ayla en désignant un message d'il y a 3 semaines. Tané dit qu'il va quitter Ayla pour moi. Nous allons tout recommencer ailleurs, peut-être en Arizona ou en Californie. J'ai tellement hâte de fuir cette vie ennuyeuse et de recommencer à vivre. Je lis le message 2 fois. Ma femme, la mère de mes enfants, parlant de nos 18 ans de mariage comme d'une peine de prison à laquelle elle a enfin trouvé le moyen d'échapper. Ils prévoient de partir ensemble. Oh, ils ont de grands projets. Tané parle de prendre une retraite anticipée, peut-être d'ouvrir un cabinet de conseil quelque part où il fait chaud et ensoleillé. Bien sûr, il a prévu de financer cette nouvelle vie avec l'argent qu'il a détourné de l'entreprise. Et ta femme prévoit de financer sa part avec ce qu'elle pourra obtenir de votre accord de divorce. Sauf qu'elle a signé un contrat de mariage, un contrat très précis dans lequel tu as eu la clairvoyance d'inclure une clause d'adultère. Le savais-tu à l'époque, ou voulais-tu simplement être minutieux? Je repense à il y a 18 ans, quand Félix avait insisté pour inclure des clauses qui semblaient inutiles à l'époque. Mira en avait ri, affirmant que c'était comme planifier un échec avant même d'avoir commencé. Félix avait insisté, disant que c'était la procédure standard. Eh bien, ton avocat vient de te sauver de la perte de la moitié de tout ce pour quoi tu as travaillé. Selon la clause d'adultère, si l'un des conjoints est infidèle, il perd ses droits sur les biens matrimoniaux au-delà de ce qu'il a apporté au moment du mariage. Qu'est-ce que Mira a apporté au mariage? Une voiture vieille de 10 ans et environ $3000 sur un compte d'épargne. Tout le reste, la maison, les investissements, les comptes de retraite, et même sa voiture actuelle a été acquis pendant le mariage avec l'argent que tu as gagné. Je m'adosse à ma chaise, essayant de digérer l'information. En l'espace de 24 heures, ma vision de ma propre vie a été complètement bouleversée. Non seulement ma femme me trompe, mais elle prévoit de me quitter depuis des mois. Et elle est tellement sûre de son coup qu'elle s'en vante auprès de ses amis en évoquant son plan d'évasion. Il y a encore une chose, dit Ayla. Et c'est là que nous passons de la collecte de preuves à l'action. Elle sort une dernière chemise, celle-ci étiquetée gouvernance d'entreprise. Tané se croit intouchable parce qu'il est le PDG et que le conseil d'administration l'adore. Ce qu'il ne sait pas, c'est que j'ai discrètement racheté des parts de l'entreprise au cours des 2 dernières années. Pas assez pour en avoir le contrôle total, mais suffisamment pour avoir une influence significative sur les décisions du conseil. Tu possèdes des actions dans l'entreprise de ton mari? Je possède des actions de l'entreprise qui s'apprête à licencier mon mari pour détournement de fonds et harcèlement, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Wilder, Mira croit peut-être qu'elle contrôle la situation, mais Tané est son patron. Il a le pouvoir sur sa carrière, ses revenus, sa réputation professionnelle. Toute relation entre eux est intrinsèquement coercitive.
Je n'avais pas envisagé les choses sous cet angle. Mais elle a raison. Tane n'est pas juste un type que Mia a rencontré dans un café. Il est son superviseur, la personne qui contrôle sa sécurité de l'emploi et son évolution de carrière. Le conseil se réunit mercredi prochain. Je vais leur présenter les preuves des malversations financières de Tane et de sa relation inappropriée avec une employée subalterne. Dès jeudi matin, il sera à la recherche d'un nouvel emploi. Et Mira, ta femme, sera prise au milieu d'un scandale d'entreprise qui la rendra inemployable à Minneapolis. Aucune entreprise n'engagera quelqu'un qui a été impliqué dans une affaire de détournement de fonds, même si elle n'était pas la principale coupable. Mon téléphone sonne. Félix. Wilder. Il faut qu'on parle. Peux-tu me rejoindre à mon bureau dans 1 heure? Quelque chose ne va pas? Rien ne va mal. Tout se déroule exactement comme prévu. Mais il y a des démarches juridiques que nous devons entreprendre aujourd'hui si nous voulons protéger tes actifs avant que tout cela n'explose. Je regarde Ayla, qui a écouté ma part de la conversation. Vas-y, me dit-elle. Occupe-toi de l'aspect juridique. Je me charge de l'aspect entreprise. Mais Wilder, après aujourd'hui, il n'y aura plus de retour en arrière. Une fois que nous lançons ce processus, ton mariage est terminé. La carrière de Tane est finie. Et ta femme va découvrir que les actes ont des conséquences. Je suis prêt. Parfait. Parce qu'ils n'ont aucune idée de ce qui va s'abattre sur eux. Je conduis jusqu'au bureau de Félix en pensant aux conséquences. Pendant 3 mois, Mira et Tane ont vécu dans une bulle où ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient sans se soucier des gens qu'ils blessaient ou des règles qu'ils enfreignaient. Ils étaient tellement concentrés sur leur propre bonheur qu'ils ont oublié que les autres personnes avaient aussi leur libre arbitre. Le bureau de Félix se trouve dans l'un de ces vieux immeubles du centre-ville qui respirent le cabinet d'avocats établi de longue date, le genre d'endroit où l'on utilise encore des livres reliés en cuir et des meubles en acajou pour vous rappeler que la justice est une affaire sérieuse. Assieds-toi, dit Félix avant même que j'aie franchi la porte. Nous avons beaucoup de points à aborder et peu de temps pour le faire. Il a étalé des papiers sur son bureau, comme s'il se préparait pour un procès majeur. D'abord, la bonne nouvelle. Ton contrat de mariage est en béton armé. Mira a signé l'abandon de ses droits sur les biens matrimoniaux si elle commet l'adultère. Et grâce aux preuves d'Ayla, nous pouvons prouver l'adultère au-delà de tout doute raisonnable. Et la mauvaise nouvelle? La mauvaise nouvelle, c'est que si nous n'agissons pas vite, elle pourrait essayer de cacher ou de transférer des actifs avant que nous ne puissions les geler. J'ai besoin que tu signes des documents aujourd'hui qui me permettront de prendre des mesures immédiates pour protéger tes intérêts financiers. Il fait glisser une pile de documents sur le bureau. Ceci me donne une procuration pour geler les comptes joints, transférer des actifs pour les empêcher d'être dilapidés, et déposer une demande de divorce avec une requête d'ordonnance restrictive temporaire pour l'empêcher de disposer des biens matrimoniaux. À quelle vitesse cela peut-il se faire? Je peux déposer les papiers avant 17 heures aujourd'hui. D'ici lundi matin, on lui signifiera les papiers de divorce et une ordonnance du tribunal gelant tous les comptes conjoints. Elle ne pourra pas accéder aux comptes courants, aux comptes d'épargne, aux comptes d'investissement, ni contracter de prêts hypothécaires sur la maison. Je signe les papiers, chaque signature me donnant l'impression de démanteler 18 ans de vie commune, un document légal après l'autre. Félix, je peux te poser une question? Dis-moi. À quelle fréquence vois-tu des cas comme celui-ci? Un conjoint qui trompe l'autre, qui pense repartir avec la moitié de tout, puis qui découvre qu'il a en fait tout perdu. Plus souvent que tu ne le crois. Les gens se laissent tellement emporter par l'excitation d'une liaison qu'ils en oublient les considérations pratiques comme les accords légaux et les conséquences financières. Ils pensent que l'amour triomphe de tout, y compris des contrats qu'ils ont signés lorsqu'ils avaient les idées plus claires. Que leur arrive-t-il généralement? Aux conjoints infidèles. Ils finissent généralement avec rien d'autre que la personne avec qui ils ont fauté. Et cette relation survit rarement au stress des retombées. Il s'avère que les relations fondées sur la tromperie et la trahison ne constituent pas d'excellentes bases pour le bonheur à long terme. Je pense à Mira et Tane, probablement allongés dans leur chambre d'hôtel en ce moment même, à faire des plans pour un avenir qui est sur le point de s'évaporer comme la brume matinale. Une dernière question. Combien de temps avant que cela ne devienne public? Les dépôts au tribunal sont des archives publiques, donc probablement d'ici mardi ou mercredi de la semaine prochaine. Mais si Aya a l'intention de présenter des preuves au conseil d'administration, cela se saura dans les cercles d'affaires encore plus tôt. C'est une bonne chose.
Félix me regarde attentivement. Wilder, je dois te le demander, es-tu sûr de vouloir suivre cette voie? Une fois que nous déposons ces papiers, une fois que la réunion du conseil d'administration a lieu, on ne pourra plus faire marche arrière. Ton mariage sera terminé. Leurs carrières seront détruites. Et cela va devenir très public et très laid. Je pense à nos 18 ans de mariage, à nos 2 enfants à l'université, et à une vie que je croyais bâtie sur l'honnêteté et le respect mutuel. Puis je pense aux 17 visites à l'hôtel, au fond des tournées, et à ma femme qui se vante de son plan de fuite auprès de ses amis. Félix, ils ont fait ce choix quand ils ont décidé d'avoir une liaison. Je m'assure simplement qu'ils vivent avec les conséquences de ce choix. Très bien, alors. Mettons le feu aux poudres. Je rentre chez moi dans notre maison vide, sachant que c'est probablement l'une des dernières fois que je la considérerai comme notre, quoi que ce soit. Dès la semaine prochaine, ce sera juste ma maison. Et Mira sera en train de se débattre pour savoir où elle va vivre avec le peu de salaire qui lui restera après que le scandale d'entreprise aura détruit sa carrière. Je me sers un verre et m'assois dans le salon en regardant des photos de famille qui ressemblent maintenant à des pièces à conviction provenant d'une scène de crime. Voici le jour de notre mariage. Tous les 2 assez jeunes et stupides pour croire au « pour toujours ». Voici le jour de la naissance de Ross. Mira, épuisée mais heureuse, tenant notre fils comme s'il était la chose la plus précieuse au monde. Voici la remise des diplômes du lycée d'Amelia. Nous sourions tous comme si nous étions la parfaite famille américaine. Quand tout a-t-il dérapé? Quand Mira a-t-elle décidé que cette vie n'était pas suffisante pour elle? Quand a-t-elle commencé à voir notre mariage comme une prison plutôt que comme un partenariat? Mon téléphone vibre. SMS d'Aya. Ils viennent de quitter l'hôtel. Tané la dépose chez Lena pour qu'elle maintienne son alibi. Tu veux parier qu'elle rentrera ce soir avec des histoires sur leur journée de shopping entre filles? Je ne réponds pas au message. Au lieu de cela, je monte dans notre chambre et commence à emballer les affaires de Mira. Non pas parce que je suis en colère, bien que je le sois. Non pas parce que je suis blessé, bien que ce soit le cas aussi. Mais parce que d'ici lundi matin, elle ne sera plus la bienvenue dans cette maison. Et je veux être prêt. Il me faut 3 heures pour emballer 18 ans de vie partagée dans des valises et des cartons. Ses vêtements, ses bijoux, ses livres, ses effets personnels. Tout ce qui lui appartient, à elle et à elle seule. Quand j'ai terminé, j'empile soigneusement les cartons dans la chambre d'amis. Demain, quand elle rentrera avec ses histoires de shopping avec Lena, je lui dirai la vérité. Que je suis au courant de la liaison. Que je suis au courant du détournement de fonds. Que je suis au courant de leur projet de fuite ensemble. Et ensuite, je lui tendrai les clés de sa voiture. La voiture qui sera saisie dans la semaine lorsqu'elle ne pourra pas payer les mensualités sans accès à nos comptes communs. Et je lui souhaiterai bonne chance dans sa nouvelle vie. Parce que c'est de cela qu'il s'agit vraiment. Pas de vengeance, pas de punition, mais de conséquences. Des conséquences naturelles, logiques et légales pour les choix faits par 2 personnes qui se croyaient plus malignes que les autres. Ils sont sur le point de découvrir à quel point ils se trompaient. Mira rentre à la maison samedi soir avec des sacs de courses et un sourire qui n'atteint pas tout à fait ses yeux. Elle porte une nouvelle tenue, quelque chose de cher et d'élégant qu'elle n'a définitivement pas acheté au centre commercial avec Lena. Comment s'est passée ta journée entre filles? Je demande depuis la cuisine où je prépare un dîner pour une personne. Oh, tu connais Lena. Elle m'a traîné dans tous les magasins de la ville. Je suis épuisé. Elle pose ses sacs et me donne un rapide baiser sur la joue. Le genre de geste machinal que font les couples mariés lorsqu'ils font simplement acte de présence. Tu as trouvé quelque chose d'intéressant? Juste de nouveaux vêtements pour le travail. Tané a parlé de me promouvoir directrice marketing senior, alors je me suis dit que je devais mettre à jour ma garde-robe. Tané a parlé de la promouvoir. Bien sûr. Je me demande si ces discussions sur son évolution de carrière ont eu lieu avant ou après qu'ils aient quitté le Marriott cet après-midi. C'est génial, chérie. Tu le mérites. Elle me regarde d'un air méfiant, comme si elle essayait de deviner si je suis sarcastique ou sincère. La vérité, c'est que je ne suis ni l'un ni l'autre. Je suis prudent, car dans environ 10 minutes, cette conversation va prendre une tournure très différente. Je vais monter ranger ça, dit-elle en se dirigeant vers les escaliers avec ses sacs. Mira, attends. Il faut qu'on parle. Quelque chose dans ma voix l'arrête.
Elle se retourne et, l'espace d'un instant, je vois une lueur de peur dans ses yeux. De quoi? De ta relation avec Tané Jasmina. Les sacs lui échappent des mains et tombent par terre. Son visage devient blanc, puis rouge, et finit par adopter l'expression qu'elle a toujours quand elle a été prise à faire quelque chose qu'elle ne devrait pas faire. Défiante, en colère, et prête à attaquer. Je ne sais pas de quoi tu parles. Bien sûr que si. Tu parles des 17 fois où tu t'es enregistré au Marriott du centre-ville avec lui au cours des 3 derniers mois. Ou peut-être parles-tu des week-ends à Chicago et Milwaukee qui ont été facturés sur la carte de crédit de son entreprise. Ou peut-être parles-tu des SMS que tu as envoyés à Lena pour lui décrire à quel point il est meilleur au lit que moi. Elle me fixe comme si je venais de lui parler dans une langue étrangère. Comment? Qui te l'a dit? Est-ce que ça a de l'importance? Le fait est que je sais. Je suis au courant pour la liaison. Je suis au courant pour le détournement de fonds. Et je connais vos projets de fuir ensemble en Arizona ou en Californie. Elle s'effondre dans le fauteuil du salon comme si ses jambes ne la portaient plus. Wilder, je peux t'expliquer. Non, tu ne peux pas. Il n'y a aucune explication à cela, Mira. Il n'y a pas d'excuse, pas de justification, aucun moyen de présenter les choses autrement que pour ce qu'elles sont exactement. Tu ne comprends pas. Les choses allaient mal entre nous depuis des années. Nous étions comme des étrangers vivant dans la même maison. Tané me fait me sentir vivante à nouveau. Il me fait me sentir comme la femme que j'étais avant d'être piégée dans cette routine de femme au foyer de banlieue. Piégée. Elle se sent piégée dans la vie que nous avons bâtie ensemble. Alors, au lieu de m'en parler, au lieu de proposer une thérapie de couple ou d'essayer de travailler sur notre mariage, tu as décidé de coucher avec ton patron et de détourner les fonds de l'entreprise pour payer ça. Nous n'avons rien détourné. C'était des frais professionnels légitimes. Des frais professionnels? Mira, j'ai vu les relevés de cartes de crédit. Dîner romantique pour 2, suite d'hôtel, escapade dans des villes où l'entreprise n'a même pas de clients. Quel genre d'affaires meniez-vous dans ces chambres d'hôtel? Elle se lève, et maintenant le défi l'emporte sur la peur. Tu n'avais pas le droit d'enquêter sur moi. Tu n'avais pas le droit de m'espionner ou de violer mon intimité. J'avais tout à fait le droit de me protéger quand ma femme a commencé à voler notre mariage et à planifier l'abandon de notre famille. Abandonner notre famille? Les enfants sont des adultes, Wilder. Ils n'ont plus besoin de nous. Et ce que nous avions, ce que nous avons depuis des années, ce n'est pas un mariage. C'est juste de l'habitude et de la commodité. C'est ce que tu t'es dit pour justifier ta tromperie? Que notre mariage était déjà fini, alors ça ne comptait pas. Notre mariage est fini depuis des années. On n'a juste pas eu le courage de l'admettre. Je marche vers la cheminée et je prends notre photo de mariage. Celle où nous avons tous les deux l'air jeunes et pleins d'espoir, et assez stupides pour croire que ce serait pour toujours. Tu sais ce qui est drôle, Mira? Si tu étais venu me voir il y a 6 mois pour me dire que tu n'étais pas heureuse, si tu m'avais dit que tu voulais essayer une thérapie, ou même si tu voulais divorcer, j'aurais coopéré. Nous aurions pu mettre fin à ce mariage avec dignité, respect et équité. Mais maintenant tu as commis l'adultère, ce qui viole le contrat de mariage que tu as signé il y a 18 ans. Maintenant tu es impliqué dans le détournement de fonds de l'entreprise, ce qui est un crime. Maintenant tu as menti, à moi, à nos enfants, à tous ceux qui tiennent à toi pendant des mois, pendant que tu planifiais ta fuite. Son visage se vide à nouveau de ses couleurs. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que lundi matin, tu recevras les papiers du divorce et une ordonnance du tribunal gelant tous nos avoirs conjoints. Je dis que mercredi, Tané sera renvoyé pour détournement de fonds et harcèlement. Et je dis que d'ici la fin de la semaine prochaine, tout le monde à Minneapolis saura exactement quel genre de personne ton petit ami et toi êtes vraiment. Elle se rassoit lourdement, comme si je venais de la frapper. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas détruire ma vie parce que tu es en colère à cause de la liaison. Je ne détruis pas ta vie, Mira. Tu as détruit ta propre vie quand tu as décidé de tromper ton mari et de voler ton employeur. Je m'assure simplement qu'il y ait des conséquences à ces choix. Et les enfants? Eros et Amelia? Tu veux qu'ils voient leur mère humiliée et détruite? Ce que je veux, c'est que nos enfants comprennent que les actes ont des conséquences, que l'intégrité compte, et que les choix que l'on fait définissent qui l'on est. Tu as fait tes choix. Maintenant tu dois vivre avec. Elle se met à pleurer,
Mais ce sont des larmes de colère, pas de tristesse. Ce n'est pas fini, Wilder. Je vais me battre. Je vais engager un avocat. Je contesterai le divorce. Tu vas quoi? Tu vas essayer de prouver que tu n'avais pas de liaison alors que j'ai des photos de toi l'embrassant dans des halls d'hôtel? Tu vas essayer de prétendre que ces frais de carte de crédit d'entreprise étaient légitimes alors que j'ai les preuves de chaque fausse réunion d'affaires? Tu vas essayer de plaider que le contrat de mariage ne devrait pas compter alors que tu l'as signé de ton plein gré et que tu as fait réviser le document par ton propre avocat? Elle s'arrête de pleurer et me dévisage comme si elle me voyait pour la première fois. Je ne te reconnais plus. L'homme que j'ai épousé ne serait jamais aussi cruel. La femme que j'ai épousée ne m'aurait jamais trompé avec son patron en s'en vantant auprès de ses amis. Je suppose que nous sommes tous les deux des personnes différentes de ce que nous pensions. Je me dirige vers la chambre d'amis et commence à sortir les cartons et les valises que j'ai fait hier. Qu'est-ce que c'est que ça? Tes affaires. Tu ne resteras pas ici ce soir et tu ne resteras plus jamais ici. Tu peux aller chez Léna. Tu peux aller à l'hôtel. Tu peux aller dans l'appartement de Tané pour ce que ça m'importe, mais tu ne resteras pas dans cette maison. Tu ne peux pas me jeter dehors. C'est ma maison aussi. Plus maintenant. Depuis 17 heures hier, j'ai déposé des documents au tribunal demandant l'usage exclusif du domicile conjugal en attendant la procédure de divorce. Étant donné que tu as commis l'adultère et que tu as utilisé cette maison pour planifier et coordonner ta liaison, il est probable que le juge accède à cette requête. Je pose le dernier carton près de la porte d'entrée et je me tourne vers elle. Mira, il y a 18 ans, nous nous sommes tenus dans une église et avons promis de nous aimer, de nous honorer et de nous chérir l'un l'autre, pour le meilleur et pour le pire, dans la maladie comme dans la santé, dans la richesse comme dans la pauvreté, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Tu t'en souviens? Bien sûr que je m'en souviens. Alors tu te souviens que nous avons aussi promis de renoncer à tous les autres. Tu as brisé cette promesse. Tu as brisé nos vœux de mariage. Tu as brisé notre famille. Et tu as brisé la confiance qui maintenait notre vie ensemble. Et tu as fait tout ça pour un homme qui trompe sa propre femme depuis des années et qui te trompera probablement aussi, une fois que l'attrait de la nouveauté se sera dissipé. Tané m'aime. Tané aime l'idée qu'il se fait de toi. Il aime avoir une femme plus jeune qui le fait se sentir puissante et désirable. Mais quand ce scandale éclatera, quand sa carrière sera terminée et sa réputation ruinée, quand il fera face à la ruine financière et à de possibles accusations pénales, penses-tu vraiment qu'il restera dans les parages pour t'aider à recoller les morceaux? Elle ne répond pas, mais je peux lire dans ses yeux qu'elle se pose déjà la même question. Voilà ce qui va se passer ensuite, je continue. Lundi, tu recevras les papiers du divorce. Mardi, le conseil d'administration recevra un rapport complet sur les irrégularités financières de Tané et sa relation inappropriée avec toi. Mercredi, il sera renvoyé. D'ici vendredi, cela deviendra de notoriété publique, ce qui signifie que vos deux réputations seront détruites. Et ensuite? Tu as ta vengeance et tu vis heureux pour toujours? Ensuite, je reconstruis ma vie sans la femme qui m'a trahi. Et tu te débrouilles pour vivre avec les conséquences de tes choix. Peut-être que toi et Tané, vous partirez ensemble vers le soleil couchant. Peut-être que tu te rendras compte que les relations fondées sur le mensonge et la trahison ne durent généralement pas. De toute façon, ce n'est plus mon problème. Je lui tends les clés de sa voiture. Va emballer tout ce dont tu as besoin pour ce soir. Demain, tu pourras revenir avec un camion de déménagement et prendre le reste de tes affaires, mais tu dois avoir quitté les lieux d'ici la fin de la semaine. Elle prend les clés d'une main tremblante. Wilder, s'il te plaît. Ne peut-on pas en parler? Ne peut-on pas essayer d'arranger les choses? Le moment pour parler, c'était il y a 6 mois avant que tu ne commences à coucher avec ton patron. Le moment pour arranger les choses, c'était il y a 3 mois avant que tu ne commences à planifier de me quitter pour lui. Le moment pour sauver notre mariage, c'était hier avant que je ne découvre que tu mènes une double vie et que tu t'en vantes auprès de tes amis. Alors c'est tout. 18 ans de mariage et tu jettes tout à la poubelle? Je ne jette rien à la poubelle, Mira. C'est toi qui as tout jeté. Je nettoie juste le désordre que tu as laissé derrière toi. Elle monte faire ses valises et je m'assieds dans le salon en l'écoutant s'agiter dans ce qui était notre chambre. Des tiroirs qui s'ouvrent et se ferment. Des cintres qui raclent dans l'armoire. Le son de quelqu'un démantelant une vie qu'elle croyait pouvoir abandonner sans en payer le prix.
Mon téléphone vibre. SMS d'Aya. Comment ça s'est passé? Elle fait ses valises. Elle sera hors de la maison ce soir. Bien. La réunion du conseil est confirmée pour mercredi à 10 h. À midi, Tané sera au chômage et fera face à de possibles poursuites pénales. Et Aya. Ta femme sera un dommage collatéral dans un scandale d'entreprise qui la rendra inemployable dans cette ville. Elle devra recommencer à zéro ailleurs, probablement avec beaucoup moins d'argent que ce sur quoi elle compte. Mira redescend avec 2 valises et une housse à vêtements. Elle a l'air plus vieille que ce matin. Comme si le poids de ses choix l'avait vieilli de 10 ans le temps d'une seule conversation. Je t'appellerai demain pour récupérer le reste de mes affaires. Ne m'appelle pas, appelle Félix. C'est lui qui gère toutes les communications à partir de maintenant. Elle s'arrête à la porte et se tourne vers moi. Est-ce que tu me hais? Je réfléchis à cette question pendant un long moment. Est-ce que je la hais? Je suis en colère, déçu, trahi et blessé. Mais la haine, c'est gaspiller trop d'énergie pour quelqu'un qui s'est déjà détruit. Non, Mira, je ne te hais pas. J'en ai juste fini avec toi. Elle part et je verrouille la porte derrière elle. Ensuite, je me sers un verre et j'appelle mes enfants. Rose décroche à la 2e sonnerie. Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'appelles jamais aussi tard. J'ai besoin de vous annoncer quelque chose d'important, à toi et à ta sœur. Tu peux prendre Amélia sur la ligne? Bien sûr. Ne quitte pas. Quelques minutes plus tard, mes 2 enfants sont au téléphone et je dois trouver comment leur dire que leur mère est une femme infidèle et que leur famille est sur le point d'exploser de la manière la plus publique et humiliante qui soit. Votre mère et moi allons divorcer, je commence. Elle entretient une liaison avec son patron depuis plusieurs mois et cela va devenir de notoriété publique la semaine prochaine. Le silence qui suit est assourdissant. Finalement, Amélia prend la parole. On savait que quelque chose n'allait pas, maman a un comportement bizarre depuis des mois et vous vous parlez à peine. Ça va, papa, demande Ross. Je vais m'en sortir, mais les choses vont devenir très moches au cours des prochaines semaines. Il va y avoir beaucoup d'attention médiatique, beaucoup de ragots, et beaucoup de gens qui voudront se mêler de nos affaires. Je veux que vous sachiez tous les deux que rien de tout cela n'est de votre faute. Et quoi qu'il se passe entre votre mère et moi, cela ne change en rien l'amour que nous vous portons à tous les deux. Et maman, demande Amélia. Elle va s'en sortir? Je pense à Mira qui est probablement assise dans le salon de Lena en ce moment même, essayant de comprendre comment son plan d'évasion parfait s'est transformé en un désastre qui va détruire tout ce pour quoi elle a travaillé. Votre mère va devoir assumer les conséquences de ses choix. Mais c'est une femme intelligente et capable. Elle trouvera le moyen de reconstruire sa vie. Papa? La voix de Ross est prudente. Comme s'il essayait de ne pas me contrarier. Est-ce que tu vas être vindicatif par rapport à ça? Vas-tu essayer de la blesser? Non, fiston. Je ne vais pas essayer de la blesser. Je vais juste m'assurer qu'elle ne se tire pas de ce pétrin sans affronter les conséquences de ce qu'elle a fait. Il y a une différence entre la vengeance et la justice. Et ce qui va se passer la semaine prochaine, c'est la justice. Après avoir raccroché, je reste assis dans la maison silencieuse et je pense aux conséquences. Pendant des mois, Mira et Tané ont vécu dans un monde imaginaire où ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient sans se soucier des gens qu'ils blessaient ou des règles qu'ils enfreignaient. Mais les mondes imaginaires ne durent pas éternellement. Et la réalité a tendance à se réaffirmer avec une efficacité brutale. Lundi matin, la réalité va frapper à leur porte et elle sera porteuse de documents légaux, d'enquêtes d'entreprise, et du genre d'humiliation publique qui vous poursuit pour le reste de votre vie. Ils se croyaient assez intelligents pour s'en tirer. Ils se croyaient assez prudents pour ne pas se faire prendre. Ils pensaient avoir droit au bonheur, même si cela devait se faire au détriment de tous ceux qui les entouraient. Ils se trompaient sur toute la ligne. Et maintenant, ils vont découvrir à quel point ils avaient tort. Le lundi matin arrive avec ce genre de temps gris et pluvieux qui donne à Minneapolis des allures de film noir. Je suis assis dans ma cuisine, buvant du café et lisant les nouvelles quand mon téléphone sonne. Félix, les documents ont été signifiés. Mira logeait chez Lena et l'huissier l'accueillit là-bas à 7 h ce matin. Elle a été officiellement notifiée de la procédure de divorce et du gel des avoirs. Comment l'a-t-elle pris? Selon l'huissier, elle lui a hurlé dessus pendant environ 5 minutes avant de lui claquer la porte au nez.
Lena est sortie et a essayé d'argumenter que la signification n'était pas valide parce que ce n'était pas l'adresse légale de Mira. Mais c'est valide. Tout à fait valide. Elle a été signifiée à son lieu de résidence actuel, ce qui est tout ce que la loi exige. À l'heure qu'il est, elle a probablement découvert que ses cartes de crédit ont été annulées et que son accès au compte joint a été suspendu. J'imagine Mira essayant d'acheter un café sur le chemin du travail et voyant sa carte refusée. La gêne, la confusion, et la prise de conscience brutale que sa vie confortable vient de s'évaporer du jour au lendemain. Que se passe-t-il ensuite? Elle va probablement m'appeler ce matin pour exiger des explications. Je la renverrai au contrat de mariage qu'elle a signé et lui suggérerai d'engager son propre avocat. Ensuite, nous attendrons la réunion du conseil d'administration mercredi pour voir l'avantage supplémentaire que nous donnerons les preuves d'Aya. Après avoir raccroché avec Félix, j'appelle mon travail pour dire que je suis malade. Je suis analyste système pour une compagnie d'assurance de taille moyenne. Le genre d'emploi stable et ennuyeux qui paie bien, mais qui ne suscite pas beaucoup d'enthousiasme dans les soirées. Aujourd'hui, cependant, je n'ai pas envie d'être entouré de gens qui pourraient me demander pourquoi j'ai l'air de n'avoir pas dormi depuis 3 jours. Au lieu de cela, je roule jusqu'au centre-ville pour retrouver Aya pour ce qu'elle appelle le dernier briefing avant l'exécution corporative. Elle m'attend dans un café à 3 pâtés de maison de l'immeuble de bureau de Tané, avec l'allure d'un général préparant la guerre. Elle a son ordinateur portable, 3 chemises de documents et le genre d'intensité focalisée qui me fait me réjouir qu'elle soit dans mon camp. Rapport de situation, dit-elle alors que je m'assois. Mira a reçu les papiers. Le gel des avoirs est effectif. Elle est probablement en train de réaliser en ce moment même que sa vie confortable vient de devenir très inconfortable. Bien. Tané ne sait encore rien, mais ce sera bientôt le cas. J'ai programmé une réunion avec le conseil d'administration pour mercredi à 10 h. Je présente les preuves en tant qu'actionnaire préoccupé qui a découvert des irrégularités financières nécessitant une investigation immédiate. De quel genre de preuves parlons-nous? Elle ouvre le premier dossier et je me retrouve face à un tableur qui ferait pleurer de joie un comptable. Chaque dépense, chaque débit, chaque dollar détourné, organisé par date et recoupé avec des factures d'hôtel, des reçus de restaurants et des itinéraires de voyage. 43 000 $ de fonds de l'entreprise utilisés pour des dépenses personnelles au cours des 6 derniers mois. Chambre d'hôtel, dîners coûteux, week-end, et même des achats de bijoux codés comme des cadeaux clients mais qui étaient en fait des cadeaux pour ta femme. Des bijoux? Un bracelet en diamant de chez Tiffany S facturé sur le compte de l'entreprise comme cadeau de remerciement pour un client. Sauf qu'il n'y a aucune trace d'un quelconque rendez-vous client ce jour-là. Et le bracelet a été livré au bureau de ta femme. Elle me montre le reçu. 3 000 $ pour un bracelet dont Mira n'a jamais mentionné la réception. Probablement caché avec tous les autres secrets qu'elle a gardés. Le conseil d'administration voudra savoir depuis combien de temps cela dure et de combien d'argent on parle. C'est là que ça devient intéressant. J'ai demandé à notre expert comptable judiciaire de remonter sur 2 ans et le schéma de dépenses suspectes commence presque immédiatement après l'embauche de ta femme. Des petites sommes au début, des déjeuners juste assez chers pour faire froncer les sourcils, des voyages d'affaires qui duraient un jour de plus que nécessaire. Mais au cours des 6 derniers mois, cela a augmenté de manière spectaculaire parce qu'ils sont devenus négligents. Parce qu'ils sont devenus confiants. Ils pensaient être intouchables. Que personne ne faisait attention. Qu'ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient sans conséquence. Elle ouvre la deuxième chemise qui contient ce qui ressemble à un organigramme de l'entreprise. Voici ce qu'ils ignoraient. Je me positionne au sein du conseil depuis 2 ans, tissant des relations, établissant ma crédibilité, attendant le bon moment pour faire mon mouvement. Quand je présenterai ces preuves mercredi, je ne serai pas une épouse bafouée lançant des accusations. Je serai une actionnaire majeure présentant des preuves documentées de malversation de la part d'un cadre dirigeant. Quel est le résultat probable? Un licenciement immédiat pour faute grave, ce qui signifie pas d'indemnité de départ, pas de parachute doré, pas de référence positive, un signalement pénal au bureau du procureur pour détournement de fonds, des poursuites civiles pour recouvrer les fonds volés. Et la destruction totale de sa réputation professionnelle. Et Mira, ta femme, sera un dommage collatéral. Elle sera licenciée dès le début de l'enquête. Et son implication dans la fraude la rendra inemployable dans le milieu des affaires de Minneapolis. Elle devra tout recommencer dans une nouvelle ville, dans un nouveau domaine, avec une enquête criminelle qui lui collera à la peau. Mon téléphone vibre.
SMS d'un numéro inconnu. Il faut qu'on parle. C'est de la folie. Tu détruis des innocents à cause d'un malentendu. M. Je montre le message à Aya qui rit. Des innocents, un malentendu. Elle essaie encore de contrôler le récit. Je tape ma réponse, toute communication doit passer par mon avocat, Félix Roark chez Morrison, Klein & Associates. La réponse arrive immédiatement. Ne fais pas ça, Wilder. Pense aux enfants. Pense à notre famille. Nous pouvons arranger ça. Maintenant elle veut arranger ça, observe Aya. C'est amusant comme les gens découvrent la valeur de la communication et des compromis après avoir été pris en flagrant délit de tromperie et de détournement de fonds. Je ne réponds pas aux SMS. À la place, je pose mon téléphone face contre table et me concentre sur les documents de présentation d'Aya. Détaille-moi la réunion de mercredi. 10 heures. Salle de conférence au 32e étage. 12 membres du conseil plus le secrétaire général et le directeur juridique de l'entreprise. Je présenterai d'abord les preuves financières. Propres, factuelles, documentées. Ensuite, je présenterai les preuves de la relation intime pour expliquer pourquoi ces irrégularités financières se sont produites. Combien de détails sur la liaison? Suffisamment pour établir un modèle de comportement inapproprié et d'abus des ressources de l'entreprise. Mais pas au point que cela devienne des ragots graveleux. Le conseil n'a pas besoin de connaître les détails de la chambre d'hôtel, mais il doit comprendre que Tané a utilisé sa position d'autorité pour contraindre une employée subalterne à une relation qu'il a ensuite financée avec l'argent de la compagnie. Contrainte. Il est le PDG. Elle est directrice marketing sous ses ordres. Toute relation entre eux est intrinsèquement coercitive en raison du déséquilibre des pouvoirs. Elle croyait peut-être faire ses propres choix, mais légalement et éthiquement, elle était harcelée par son superviseur. Je n'avais pas envisagé les choses sous cet angle. Mais elle a raison. Mira a peut-être eu l'impression de choisir d'avoir une liaison, mais Tané était en position de détruire sa carrière si elle refusait ses avances. C'est en fait pire qu'un simple adultère. Beaucoup plus grave. L'adultère est une défaillance personnelle. Le harcèlement est un crime. Et utiliser les ressources de l'entreprise pour le faciliter, c'est du détournement de fonds. Le conseil n'aura d'autre choix que de le licencier sur le champ et de confier l'affaire aux forces de l'ordre. Mon téléphone sonne. Félix. Wilder. Je viens de recevoir un appel très intéressant du nouvel avocat de Mira. Apparemment, elle a engagé quelqu'un ce matin et ils veulent négocier. Négocier quoi? Elle a signé un contrat de mariage en béton. Et elle a commis l'adultère, ce qui est documenté au-delà de tout doute raisonnable. C'est exactement ce que je leur ai dit. Mais ils semblent penser qu'ils ont un moyen de pression qui va changer notre position. Quel genre de moyen de pression? Ils n'ont pas voulu le dire au téléphone. Ils veulent qu'on se réunisse cet après-midi pour discuter de ce qu'ils appellent de nouvelles informations qui éclairent la situation sous un jour différent. Je regarde Aya, qui a écouté ma part de la conversation. Qu'en penses-tu? Je pense qu'il bluffe. Quelles nouvelles informations pourrait-il bien avoir? Qu'elle était malheureuse dans son mariage? Que vous aviez des problèmes? Rien de tout cela ne change le fait qu'elle t'a trompé et a aidé à détourner les fonds de l'entreprise. Félix, organise la réunion. Je veux entendre ce qu'il croit avoir. Tu es sûr? Parfois, il vaut mieux ne pas donner à l'autre partie une tribune pour défendre sa cause. Je suis sûr. S'ils ont quelque chose, je veux savoir ce que c'est. S'ils bluffent, je veux voir leur coup de bluff. Après avoir raccroché avec Félix, Aya et moi passons une heure de plus à passer en revue la présentation pour le conseil. Chaque document est organisé. Chaque fait est vérifié. Chaque conclusion est étayée par des preuves. C'est le genre de présentation méthodique et professionnelle qui détruit des carrières et ruine des vies avec une efficacité silencieuse. Encore une chose, dit-elle alors que nous rangeons nos affaires après avoir préparé la réunion de mercredi. Tout cela va devenir public très rapidement. Les scandales d'entreprise ne restent pas secrets très longtemps, surtout lorsqu'ils impliquent des détournements de fonds et du harcèlement. À quel point cela sera-t-il public? Les nouvelles locales, les journaux économiques, les réseaux sociaux. Ta femme et mon mari sont sur le point de devenir les figures de proue de la mauvaise conduite en entreprise à Minneapolis. Tous les gens qu'ils connaissent, amis, famille, contacts professionnels,
sauront exactement ce qu'ils ont fait. Je pense à Mira, qui est probablement assise dans le bureau d'un avocat en ce moment, essayant de trouver comment transformer 18 mois d'adultère et de détournement de fonds documentés en quelque chose qui ressemblerait à un malentendu. Tant mieux, dis-je. Les actes doivent avoir des conséquences. Et ces conséquences doivent être proportionnelles au préjudice causé. Ils n'ont pas seulement trompé leur conjoint. Ils ont volé de l'argent, abusé de positions de confiance, et planifié d'abandonner leur famille sans une seconde d'hésitation. Tu as des regrets? J'examine la question sérieusement. Est-ce que je regrette que mon mariage soit terminé? Oui. Est-ce que je regrette que mes enfants voient leur mère humiliée publiquement? Oui. Est-ce que je regrette que les vies de 2 personnes soient sur le point d'être détruites? Non, dis-je finalement. Je regrette qu'on en soit arrivé là. Mais je ne regrette pas de m'assurer qu'ils fassent face aux conséquences de leur choix. Ils ont eu des occasions de gérer cela différemment. De mettre fin à leur mariage avec dignité. D'être honnêtes quant à leurs sentiments. Ils ont choisi la tromperie, le vol et la trahison à la place. Alors on finit le travail. On finit le travail. Je rentre chez moi en voiture dans ma maison vide, pensant aux conséquences et aux choix. Et à la façon dont les actions se répercutent d'une manière que les gens n'anticipent pas toujours. Mira et Tané pensaient qu'ils avaient juste une liaison. Qu'ils prenaient juste un peu d'argent qui ne manquerait à personne. Qu'ils prévoyaient juste une nouvelle vie qui les rendrait heureux. Ils n'ont pas pensé aux gens qu'ils blessaient, aux lois qu'ils enfreignaient, ou aux ennemis qu'ils se faisaient. Ils n'ont pas pensé au contrat de mariage, ni à la gouvernance d'entreprise, ni au fait que les autres personnes avaient, elles aussi, leur libre arbitre. Demain, ils vont commencer à découvrir toutes ces choses auxquelles ils n'avaient pas pensé. Et d'ici mercredi après-midi, ils comprendront que le monde est rempli de conséquences pour ceux qui croient que les règles ne s'appliquent pas à eux. Mon téléphone vibre avec un autre SMS de Mia. S'il te plaît, appelle-moi. Je t'aime. Nous pouvons réparer cela. Je supprime le message sans y répondre. L'amour ne suffit pas à réparer une trahison, et il est définitivement insuffisant pour réparer un détournement de fonds. Mais la justice pourrait bien suffire à réparer les dommages qu'ils ont causés à tous ceux qui les entourent. Nous le découvrirons mercredi. Le mercredi matin arrive, clair et glacial. Le genre de journée d'hiver à Minneapolis qui rend tout net et impitoyable. Je suis assis dans ma voiture, garé de l'autre côté de la rue face à l'immeuble de bureau de Tané, regardant les employés affluer pour aller travailler. La plupart d'entre eux ignorent que la carrière de leur PDG est sur le point de s'achever de manière spectaculaire. À exactement 9h45, je vois Aya entrer dans le bâtiment, portant une mallette qui contient assez de preuves pour détruire 2 vies. Elle a l'air calme, professionnelle, comme si elle se rendait à une réunion de travail ordinaire au lieu d'une exécution corporative. Mon téléphone sonne. Félix. La réunion d'hier a été très éclairante. Dit-il. L'avocat de Mira pense avoir une preuve irréfutable qui va tout changer. Quel genre de preuve irréfutable? Il prétend que tu as également eu une liaison. Et que Mira n'a commencé à voir Tané qu'après avoir découvert ton infidélité. Je manque de rire. C'est ça leur grande révélation, que je suis aussi infidèle. Le suis-je, Félix? Je n'ai même pas regardé une autre femme en 18 ans de mariage. Je travaille, je rentre à la maison, je regarde Netflix. Je suis le mari le plus ennuyeux de Minneapolis. C'est ce que je me disais. Mais ils ont l'air très sûrs de leurs informations. Ils prétendent avoir des preuves. Quel genre de preuves? Ils n'ont pas voulu me les montrer. Mais ils ont fait allusion à des photos, des témoins, des documents attestant de rencontres secrètes. Ils veulent les présenter lors d'une conférence de conciliation demain. Je réfléchis à cela un instant. Où pourrait-il bien trouver des preuves d'une liaison qui n'a jamais eu lieu? Félix, je crois qu'ils fabriquent des preuves. De fausses photos, des témoins payés, des documents forgés. C'est l'opération de la dernière chance de gens qui savent qu'ils sont sur le point de tout perdre. C'est ce que j'ai pensé aussi. Mais s'ils sont prêts à se parjurer et à présenter de fausses preuves, les choses pourraient devenir très laides, très vite. Laisse-les faire. S'ils veulent ajouter la fraude et le parjure à leur liste de crimes, c'est leur choix. Mais je ne reculerai pas sous prétexte qu'ils menacent de mentir sur mon compte. À 10 heures précises, je regarde par les vitres du bâtiment les gens entrer dans la salle de conférence au 32e étage.
12 membres du conseil, le secrétaire général, le directeur juridique et Aya, sur le point de présenter des preuves qui mettront fin à la carrière de Tané et l'enverront probablement en prison. Je n'ai pas besoin d'être dans cette pièce pour savoir comment cela va se passer. Aya présentera ses preuves de manière méthodique, professionnelle, dévastatrice. Le conseil posera des questions, examinera les documents, et parviendra à la seule conclusion possible, que leur PDG est un criminel qui doit être renvoyé sur le champ. À midi, Tané sera au chômage, en disgrâce, et sous le coup d'accusations pénales. Mon téléphone vibre, un SMS d'un numéro inconnu. C'est Tané. Nous devons parler avant que tu ne détruises nos deux familles pour un malentendu. Je fixe le message un long moment. Un malentendu? C'est ainsi qu'il appelle 18 mois d'adultère et de détournement de fonds. Je tape en retour, aucun malentendu. Tu as volé ma femme et l'argent de l'entreprise. Maintenant, tu assumes les conséquences. Sa réponse arrive aussitôt. Ta femme est venue vers moi. Elle était malheureuse, négligée, cherchant quelqu'un qui l'appréciait. Je lui ai donné ce que tu ne pouvais pas. Tu lui as donné de l'argent volé dans une chambre d'hôtel. Vraiment très romantique. Retrouvons-nous pour un café. Laisse-moi t'expliquer ce qui s'est vraiment passé. Il y a des choses sur ton mariage que tu ne comprends pas. Je pèse le pour et le contre. Une part de moi est curieuse d'entendre comment il va essayer de justifier ce qu'il a fait. Une autre part de moi veut le regarder dans les yeux quand son monde s'effondrera. Starbucks sur N-Pain, dans 1 heure. Merci. Tu ne le regretteras pas. En réalité, je pense que c'est lui qui va le regretter. Je me rends au Starbucks où Aya et moi avions planifié sa destruction pour la première fois. Je pense à l'arrogance qu'il faut pour voler la femme d'un autre homme, puis demander une réunion pour expliquer en quoi c'était justifié. Tané Jasmina est sur le point d'apprendre que certaines personnes n'apprécient pas d'être volées, peu importe à quel point les intentions du voleur étaient bonnes. Il est déjà là quand j'arrive, assis dans un box au fond, ressemblant à un homme qui vient de réaliser que sa maison est en feu. Ses cheveux d'ordinaire parfaits sont ébouriffés, son costume coûteux a l'air d'avoir servi de pyjama, et ses mains tremblent pendant qu'il boit son café. Wilder, merci d'être venu. Je n'étais pas sûr que tu le ferais. Je suis curieux d'entendre comment tu vas justifier d'avoir volé ma femme et 43 000 $ de l'argent de l'entreprise. Il grimace. Ce n'est pas ce que tu crois. Mira et moi, nous n'avions pas prévu que cela arrive. Ça s'est juste développé naturellement. Naturellement, bien sûr. Et le détournement de fonds, ça s'est développé naturellement aussi? Ce n'étaient pas des dépenses personnelles. C'étaient des frais professionnels légitimes associés au développement de la clientèle et à la rétention des employés. Rétention des employés? C'est comme ça que tu appelles le fait d'acheter des bijoux à ma femme et de lui payer des chambres d'hôtel? Mira est une employée précieuse. L'entreprise a beaucoup investi dans son développement professionnel. Je m'adosse à ma chaise et j'étudie son visage. Il croit vraiment ce qu'il dit. Il s'est convaincu que sa liaison avec ma femme était une sorte de stratégie d'entreprise. Tané, laisse-moi te demander quelque chose. Sais-tu ce qui se passe dans ton immeuble de bureau en ce moment même? Que veux-tu dire? Je veux dire qu'en ce moment même, ta femme est en train de présenter les preuves de tes détournements de fonds et de ton harcèlement au conseil d'administration. D'ici à ce que nous terminions cette conversation, tu seras probablement sans emploi. Son visage se vide de son sang. Aya ne ferait pas ça. Elle n'a pas accès au registre de l'entreprise. Elle a accès aux relevés de cartes de crédit, aux reçus d'hôtel, aux notes de restaurant et à des photographies de toi et de ma femme dans des positions compromettantes. Elle documente votre liaison depuis des mois. C'est impossible. Nous avons été prudents. Vous avez été stupides. Vous avez utilisé les cartes de crédit de l'entreprise. Vous êtes allé dans le même hôtel à plusieurs reprises. Vous êtes allé dans des restaurants où les gens pouvaient vous voir. La seule chose sur laquelle vous avez été prudent, c'est de ne rien dire à vos conjoints sur ce que vous faisiez. Mon téléphone vibre. SMS d'Aya. C'est fait. Le conseil a voté à l'unanimité pour le licencier immédiatement et confier l'affaire aux autorités judiciaires. Il est en train d'être escorté hors du bâtiment à l'instant. Je montre le message à Tané. Il le fixe comme s'il était écrit dans une langue étrangère. Ce n'est pas possible. Ça arrive, et ça va empirer. Que veux-tu dire?
Je veux dire que dans environ 5 minutes, la sécurité va t'escorter hors de ton immeuble de bureau devant tous tes employés. Je veux dire que d'ici ce soir, cette histoire fera la une des informations locales. Je veux dire que tu vas être accusé de détournement de fonds et de harcèlement, et que tu passeras les prochaines années à expliquer à de potentiels employeurs pourquoi tu as été renvoyé pour avoir volé de l'argent afin de te payer une liaison. Il se prend la tête entre les mains. Wilder, s'il te plaît. Nous pouvons trouver un arrangement. Je rembourserai l'argent. Je romprai avec Mira. Je ferai tout ce que tu veux. Ce que je veux, c'est que tu fasses face aux conséquences de tes actes. Ce que je veux, c'est que les gens comprennent qu'on ne peut pas voler la femme d'un autre et son argent sans en payer le prix. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Tu as voulu que ça aille exactement aussi loin. Tu as voulu voler ma femme, détruire mon mariage, et t'enfuir avec elle grâce à l'argent que tu as détourné de ton entreprise. La seule chose que tu ne voulais pas, c'est te faire attraper. Mon téléphone sonne. C'est Mira. Wilder, qu'as-tu fait? Tané vient de m'appeler. Il a été renvoyé. Il dit que toi et Aya avez tout planifié. Je n'ai rien planifié, Mira. Je me suis juste assuré qu'il y aurait des conséquences pour tes choix. Ils disent qu'il a détourné de l'argent. Ils disent que j'étais impliqué. Ça va détruire nos deux carrières. Tu étais impliqué. Tu as bénéficié de l'argent volé. Tu as participé à la falsification des notes de frais. Tu as aidé à dissimuler le vol. Tu es impliqué. Je ne savais pas que l'argent était volé. Je croyais que c'était des dépenses d'entreprise légitimes. Tu as cru que des bracelets en diamant et des escapades d'un week-end étaient des dépenses d'entreprise. Tu as cru que des chambres d'hôtel étaient des dépenses d'entreprise. Sérieusement, Mira. Tu n'es pas stupide, tu es juste malhonnête. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, vous allez tous les deux assumer les conséquences. Tané va être accusé de détournement de fonds. Tu vas être accusé de complicité. Vos carrières sont terminées. Vos réputations sont détruites. Et votre relation va s'effondrer sous le poids des enquêtes criminelles et de l'humiliation publique. Et toi, tu obtiens ta vengeance et tu te sens bien d'avoir détruit la vie de deux personnes. J'obtiens justice. Il y a une différence. Je raccroche et je regarde Tané, qui est toujours assis la tête entre les mains. Elle te rejette toute la faute, lui dis-je. Elle dit qu'elle ne savait pas que l'argent était volé. Qu'elle pensait que tout était des frais professionnels légitimes. Il lève les yeux et je peux voir le moment précis où il réalise que la femme pour laquelle il a détruit sa vie est déjà en train d'essayer de le jeter sous les roues du bus. Elle savait. Elle m'a aidé à justifier les dépenses, elle m'a aidé à créer de faux rapports de réunion, elle m'a aidé à effacer nos traces. Alors vous êtes tous les deux des criminels. Parfait. Vous vous méritez l'un l'autre. Je me lève pour partir, mais il m'attrape le bras. Wilder, attends. Il y a autre chose que tu dois savoir. Quoi? Mira est enceinte. Je me rassieds lourdement. Qu'est-ce que tu viens de dire? Elle est enceinte. D'environ 8 semaines. Elle l'a appris la semaine dernière. Je le fixe du regard, essayant de digérer cette information. Ma femme est enceinte de l'enfant d'un autre homme. Es-tu sûr que c'est de toi? Nous en sommes sûrs. Le calendrier correspond parfaitement. Veut-elle le garder? Elle dit que oui. Elle dit que c'est un signe que nous sommes faits pour être ensemble. Que toute cette situation, c'est le destin qui nous réunit. Je réfléchis à cela pendant un long moment. Ma femme, qui est sur le point d'être accusée de détournement de fonds, qui est sur le point d'être humiliée publiquement, qui est sur le point de tout perdre, est enceinte de l'enfant de son amant et pense que c'est un signe de l'univers. Tané, laisse-moi te donner un conseil gratuit. Quand ce scandale éclatera, quand vous ferez tous les deux face à des accusations criminelles, quand vos carrières seront détruites et vos réputations ruinées, cette relation ne survivra pas. Les relations construites sur des mensonges et des vols ne durent pas, surtout quand elles sont mises à l'épreuve par la pauvreté et l'humiliation publique. Tu n'en sais rien. Je sais que tu viens de la balancer en me disant qu'elle a aidé à couvrir le détournement. Je sais qu'elle vient de te balancer en affirmant qu'elle ne savait pas que l'argent était volé. Si vous êtes déjà en train de vous trahir l'un l'autre avant que la vraie pression ne commence, que crois-tu qu'il va se passer quand vous serez tous les deux confrontés à la prison? Il ne répond pas, mais je peux lire dans ses yeux qu'il sait que j'ai raison.
Bonne chance, Tane. Tu vas en avoir besoin. Je le laisse assis dans le café et je rentre chez moi, pensant aux conséquences, aux choix et à la façon dont nos actions se répercutent d'une manière que personne ne peut anticiper. Mira pensait choisir une nouvelle vie avec un homme qui la faisait se sentir vivante. Au lieu de cela, elle a choisi le chômage, des poursuites pénales et d'être une mère célibataire avec un homme qui a déjà prouvé qu'on ne peut pas lui faire confiance. Tane pensait choisir une femme plus jeune qui le ferait se sentir puissante et désirable. Au lieu de cela, il a choisi la destruction de sa carrière, de sa réputation et de sa liberté. Et moi, j'ai choisi la justice plutôt que la réconciliation, les conséquences plutôt que le pardon, la vérité plutôt que les mensonges confortables. J'ai choisi de m'assurer que les personnes qui rompent leurs promesses et volent leur famille paient le prix de ces choix. Mon téléphone sonne. C'est Ross. Papa, je viens de voir les infos. Ils disent que le patron de maman a été arrêté pour détournement de fonds et que maman était impliquée. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai, fils. Ta mère avait une liaison avec son patron et ils utilisaient l'argent de l'entreprise pour la financer. Maintenant, ils font tous les deux face à des accusations pénales. Est-ce qu'elle va bien? Elle va devoir trouver un moyen de reconstruire sa vie. Mais Ross, il y a autre chose que ta sœur et toi devez savoir. Ta mère est enceinte. Le silence s'étire si longtemps que je crois que l'appel a coupé. Enceinte de son bébé à lui? Oui. Donc, nous allons avoir un demi-frère ou une demi-sœur qui va naître en prison. Je ne sais pas ce qui va arriver à votre mère. Mais je veux que toi et ta sœur sachiez que quoi qu'il arrive, vous êtes tous les deux des adultes maintenant. Et vous avez le droit de choisir quel genre de relation vous voulez avoir avec elle à l'avenir. Et toi, papa? Est-ce que tu vas bien? Je réfléchis à cette question. Est-ce que je vais bien? Mon mariage est terminé. Ma femme est enceinte de l'enfant d'un autre homme. Et je viens d'orchestrer la destruction de la vie de 2 personnes. Mais je ne suis pas celui qui fait face à des poursuites pénales. Je ne suis pas celui qui a brisé ses promesses, volé de l'argent ou trahi les personnes qui avaient confiance en moi. Je vais m'en sortir, fils. Je vais reconstruire ma vie. Et je vais le faire avec intégrité et honnêteté. Et je vais m'assurer que toi et ta sœur compreniez que les actes ont des conséquences, et que les choix que l'on fait définissent qui l'on est. Après avoir raccroché, je m'assieds dans ma maison silencieuse et je pense aux fins de parcours. Ce matin, je me suis réveillé marié à une femme qui portait l'enfant d'un autre homme. Ce soir, je vais m'endormir en tant qu'homme célibataire dont l'ex-femme fait face à des accusations pénales. Ce n'est pas la fin que j'aurais choisie il y a 18 ans, lorsque nous nous tenions dans cette église et que nous promettions de nous aimer pour toujours. Mais c'est la fin que Mira a choisie lorsqu'elle a décidé que son bonheur était plus important que son intégrité. Et parfois, la bonne fin n'est pas la fin heureuse. Parfois, la bonne fin est celle où les gens affrontent les conséquences de leurs actes et apprennent que leurs actions ont un sens. Mon téléphone vibre avec un dernier SMS de Maya. J'espère que tu es heureux. Tu as tout détruit. Je tape ma réponse, je n'ai rien détruit. Tu as fait ça toute seule. Puis, j'efface son numéro de mon téléphone, je me sers un verre, et je commence à planifier le reste de ma vie. Une vie sans mensonge, sans trahison, sans personne qui croit pouvoir prendre ce qu'elles veulent sans en payer le prix. Une vie où les actes ont des conséquences, et où ces conséquences ont un sens. Une vie où la justice compte plus que le confort, et où la vérité compte plus que la commodité.